Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette matinale dont voici les détails. Le Premier ministre chef du gouvernement, Félix Moloua, a reçu en audience successivement au chef de la délégation du CICR, au président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et au représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Reportage de Désiré Mbata de la presse de la primature. Monsieur Philippe Bouvert, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, en abrégé CICR, a été la première personnalité à être reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Félix Moloua. L'objet de la rencontre a été de faire le point sur les actions menées sur le terrain par cette organisation internationale humanitaire. Très volontiers. D'abord, j'étais très honoré d'être reçu par son Excellence. En plus, une audience qui a été accordée très rapidement, donc c'est toujours très apprécié. J'ai commencé par lui dire ce que je lui dis chaque fois que je le vois, c'est-à-dire que le CICR, que ça soit en capitale avec les autorités nationales, avec les autorités provinciales ou locales, on n'a absolument aucun problème et on nous laisse travailler, on a un accès idéal dans les zones où on travaille. Je lui ai aussi dit qu'on avait les mêmes relations constructives avec l'armée, avec les FACA, avec la police, la gendarmerie, les alliés, donc que le CICR peut travailler pour les populations sans problème. J'ai fait le point justement de nos opérations. Je lui ai aussi parlé de l'année prochaine. Comme toutes les organisations internationales, on est évidemment affecté par les baisses de donations, mais je l'ai aussi rassuré pour lui dire que la surface opérationnelle ne va pas diminuer. Donc on va pouvoir continuer à faire notre travail et surtout répondre aux conséquences du conflit, même si celui-ci se calme beaucoup. On le voit ces derniers mois. Moi, je l'ai aussi dit évidemment à son Excellence. On est sur le terrain et on voit bien que la situation se calme progressivement, évidemment notamment suite à la signature de l'accord avec les groupes armés au mois d'avril dernier. Ensuite, le chef du gouvernement a échangé avec le président de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, Dr Guy-Eugène Demba, sur les activités menées et que compte mener cette institution constitutionnelle qui lutte contre la corruption et qui mène des actions pour la bonne gouvernance. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir accepté de me recevoir ce matin pour nous permettre d'échanger sur certains points d'intérêt national, notamment sur des questions de gouvernance publique dans notre pays, sur des points que vous connaissez déjà, c'est des questions des élections générales. Il s'agissait d'échanger pour voir dans quelle mesure la haute autorité chargée de la bonne gouvernance dans son travail de prévention en matière de bonne gouvernance, parce qu'on n'a pas que de la répression à faire, on n'a pas que à faire des enquêtes. C'est vrai qu'il y a tout ça, des investigations sur les cas de détournement ou bien de corruption, mais il y a lieu également d'accompagner tous les services de l'État en termes de prévention, en amont, et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu discuter des modalités, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la haute autorité chargée de la bonne gouvernance puisse accompagner en observant les élections qui vont venir, parce que l'idée c'est de ne pas seulement se contenter, bien entendu, des conclusions des observateurs qui viennent nous aider de l'extérieur, mais qu'en interne, au niveau de la partie nationale, que nous prenions aussi notre responsabilité pour pouvoir apprécier, observer, apprécier tout ce qui va se passer. Donc il y a eu ça. Et il y a eu également des discussions autour des préparatifs, comme vous le savez, de la table ronde des bailleurs de fonds pour le PND, pour le développement de notre pays. Et à ce niveau aussi, notre institution a un rôle à jouer en amont, parce que c'est ça qui permettra aux bailleurs d'avoir confiance lorsqu'ils ont des investissements à faire dans notre pays, de pouvoir s'assurer que tout cela se fasse selon les règles de bonne gouvernance. Et nous avons également évoqué les réformes qui sont en cours, notamment les projets concernant la déclaration de patrimoine dont j'ai eu à parler déjà.
qu'on voudrait bien mettre en œuvre d'ici le début de l'année prochaine. Donc, qu'on a évoqué toutes ces questions-là pour voir qu'est-ce qu'il y a eu de fait pour permettre à notre pays d'avancer sur ces sujets-là. Pour finir la journée, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience M. Mohamed Ag Ayoya, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des questions d'assistance humanitaire, l'appui financier des Nations Unies au financement des élections groupées du 28 décembre 2025, ainsi que la tenue de la table ronde des bailleurs de fonds relative au financement du Plan national de développement PND 2024-2028. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'échanger justement avec vous sur cette rencontre. C'est toujours un plaisir pour moi de venir voir son Excellence Monsieur le Premier ministre et échanger avec lui sur un certain nombre de questions importantes pour justement la collaboration et la coopération avec le système des Nations Unies. Ce matin, nous avons échangé sur 3 sujets importants. Le premier, j'ai briefé son Excellence Monsieur le Premier ministre sur la situation humanitaire dans le pays. Et je l'ai aussi informé des nouveaux appuis que nous sommes en train de faire à travers le fonds humanitaire dans certaines zones qui sont aujourd'hui des zones qui font face à des chocs. Il s'agit notamment des zones du sud-est du pays, de la Bakaga, dans une partie du Ouada et autour de Bria, mais aussi à Zangba, où nous comptons justement mettre un certain nombre de services dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la santé, la protection, mais aussi dans le domaine de la nutrition. Nous avons aussi échangé sur la situation de la sécurité alimentaire. Nous venons de faire une nouvelle enquête qu'on appelle l'enquête IPC, qui a montré qu'il y a une réduction de l'insécurité alimentaire en République centrafricaine cette année. Mais malheureusement, dans les foyers qui sont affectés, nous avons vu qu'il y a une sévérité beaucoup plus importante que par le passé. Donc nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette sévérité importante dans ces foyers. Et nous sommes donc aussi en train de prendre des mesures pour un meilleur ciblage afin que justement ces foyers-là soient aujourd'hui soutenus avec une assistance alimentaire ou avec une assistance de moyens de subsistance qui les permettront justement de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ensuite, nous avons parlé des élections. J'ai confirmé à son Excellence Monsieur le Premier ministre donc le financement du Fonds de la paix du secrétaire général des Nations Unies, le PPF, qui est à hauteur de 1,5 million de dollars américains, dont 1 million de dollars vont aller dans le basket fund du PNUD et 500 000 seront à disposition de ONU Femmes pour continuer donc à appuyer la mobilisation des femmes, leur participation et leur soutien justement pour ces élections-là. Le troisième point, c'est autour du PND. Justement, comme vous le savez, la table ronde du PND aura lieu les 14 et 15 septembre à Casablanca au Maroc. Et donc là aussi, j'ai informé le Premier ministre de l'appui du bureau du coordinateur résident que je suis ici à l'organisation de cette table ronde, mais aussi justement l'ouverture d'un fonds de développement qui va permettre justement de mobiliser des fonds pour appuyer la mise en œuvre de ce plan national de développement avec déjà une première contribution de la Suisse qui est d'environ 1 million de dollars américains. Et donc nous allons continuer ensemble le plaidoyer pour essayer de voir comment justement ces nouveaux fonds de développement pourraient être alimentés et donc appuyer la mise en œuvre du PND dans les écoles. Et puis, la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Centrafrique, Dr Mélanie Zimmerman, a été reçue hier vendredi par le ministre de la Communication et des Médias, Maxime Balalou. Le renforcement des relations bilatérales entre ces deux pays était au centre de leur entretien. Suivez ce reportage. Écoutez, le premier objectif de la visite, c'était de me présenter. Je suis diplomate, donc il est important aussi de venir me présenter pour commencer un dialogue que nous avons amorcé aujourd'hui sur l'état des relations bilatérales entre les États-Unis et la Centrafrique. Nous avons fait le point sur le fait que nous avons déjà de très bonnes relations bilatérales et exploré dans la mesure du possible comment nous pouvons diversifier et approfondir ces relations bilatérales, notamment dans le domaine commercial, de voir quelles sont les possibilités de collaboration et de coopération entre les entreprises américaines et centrafricaines. Je pense c'est d'écouter, Monsieur le Ministre, qui m'a suggéré d'apprendre à connaître la Centrafrique
de voyager, d'aller au contact, d'avoir une appréciation, plus subtile de la Centrafrique pour pouvoir connaître mieux les préoccupations des Centrafricains, pour pouvoir être un meilleur porte-parole de la réalité sur le terrain vers les États-Unis aussi. Autre fait de l'actualité, un nouvel élan pour la santé locale. Le centre sanitaire Saint-Benoît de l'organisation La Miséricorde de Centrafrique, situé au quartier Ngongonon 5 dans le 8e arrondissement de Bangui, ouvre ses portes ce vendredi 29 août après une période de rénovation. La cérémonie de réouverture a eu lieu en présence des autorités locales. Suivez le reportage de Prince Maliavo. Le centre sanitaire Saint-Benoît renaît de ses cendres et promet de devenir un pilier essentiel pour la santé de la population de Ngongonon 5. La réouverture de ce centre ce jour marque un tournant majeur dans l'accès aux soins de proximité pour les habitants de cette localité. Les travaux ont permis de moderniser les installations et d'améliorer l'accueil des patients. Le centre dispose désormais de nouvelles salles d'observation, d'une pharmacie et d'un laboratoire. Le représentant du ministre de la Santé et de la Population réaffirme le soutien indéfectible du ministère de la Santé et de la Population à ce centre. Cette ouverture est le fruit d'un travail acharné et d'un engagement fort pour répondre aux besoins de la population, déclare le coordonnateur de la Miséricorde Centrafrique. Le centre a vu le jour, ça fait plus de 8 ans et là on a fait la réhabilitation et il est important de rapprocher le ministère de la Santé pour que le ministre soit son représentant pour venir observer tout ce que nous avons fait pour le bien de notre pays. Nous avons beaucoup de services dans notre bâtiment ici. Nous avons le service de la consultation pédiatrique, adulte et gynécologique. Il y a le service père, le service SMI et la planification familiale. La majorité des bilans on fait gratuit et aussi on prend en charge les femmes enceintes, on prend aussi les troisième âge à partir de 60 ans. Pour le troisième âge, tous les traitements gratuits. On prend aussi les enfants de 0 à 5 ans. C'est l'ONG même avec ses cotisations que vous avez vu tous ces travaux-là. Et souvent on crie pour que le gouvernement aussi vienne en appui et même les ONG qui interviennent aussi chez nous puissent venir en appui pour qu'on puisse soutenir aussi la population. L'acte que nous avons fait, c'est parce que nous voulons soutenir la politique du gouvernement dans le système de santé pour sauver notre pays, pour sauver aussi les personnes vulnérables qui ont des difficultés pour aller dans les hôpitaux avec des moyens pour se faire consulter. Le représentant du ministre était là, il a vu, nous on a demandé qu'il fasse de son mieux aussi de rapprocher du ministre, de nous venir en soutien par rapport au manque des matériels pour équiper le centre et aussi le manque des médicaments, les médicaments essentiels. On ne demande pas beaucoup de choses et que dans nos politiques, on ne demande pas que le gouvernement nous vienne avec de l'argent, mais le matériel ou les médicaments, ça serait une bonne chose pour nous pour sauver la vie des populations. Le centre s'inscrit dans une démarche de santé publique plus globale en contribuant à améliorer le bien-être de la population de Ngongonon 5 selon les 10 domaines d'impulsion sanitaire instaurés par le président de la République. Et ce centre prend en charge gratuitement les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et les enfants de 0 à 5 ans. Chapitre politique, la sous-fédération du mouvement Cœur Uni de la 2e circonscription du 5e arrondissement de la ville de Bangui a procédé le jeudi dernier à la sélection des candidats aux élections municipales de décembre 2025. Cette élection a été présidée par le frère uni Roméo Gribingui, membre du bureau politique en présence des militants du dit parti. Suivez ce reportage. À quelques mois des élections en République centrafricaine, le mouvement Cœur Uni parti au pouvoir cherche à renforcer sa présence sur le terrain pour mobiliser sa base en vue des scrutins législatifs, municipaux et présidentiels. Le parti a lancé une série de primaires dans les différentes circonscriptions du pays. Une démarche qui vise à mieux structurer le choix des candidats. C'est dans cette optique que le bureau de la sous-fédération du 5e 2 organise cette élection pour élire les conseillers municipaux. 5 candidats sont présentés, dont 3 femmes et 2 hommes. Le représentant du superviseur du 5e se dit satisfait par cette élection démocratique. C'est un sentiment de satisfaction. Comme je l'ai dit ici, nous avons supervisé cette cérémonie d'élection des candidats
du MCU aux futures élections municipales qui a été organisée brillamment par la sous-fédération de 5e 2. Et donc ces primaires ont été organisées suite à la note circulaire qui a été signée par le secrétaire exécutif national du mouvement Cœur Uni qui donne mandat aux bureaux sous-fédéraux d'organiser les élections primaires dans leurs différentes localités. Et donc aujourd'hui, c'est le tour de nos sœurs et frères unis de la sous-fédération de 5e 2 d'organiser cette primaire. Et donc nous avons tous regardé, écouté les 5 candidats qui se sont présentés, 3 femmes, 2 hommes qui se sont présentés. Et selon le principe de parité et selon le principe des listes zébrées, nous avons permis, conseillé aux grands électeurs donc de choisir 2 femmes et 1 homme. Et donc au niveau de la sous-fédération de 5e 2, il y aura 3 candidats. Mais ces candidats, une fois élus, dans les 3 circonscriptions de 5e, nous aurons pour notre liste, au niveau du 5e arrondissement, 8 candidats du MCU. Et selon le principe de parité, comme je l'ai dit, nous aurons 4 femmes et 4 hommes qui vont représenter valablement le MCU pour les prochaines élections municipales. L'un des candidats livre ses impressions. Là, c'est un grand honneur pour moi de dire surtout merci à ceux qui m'ont placé leur confiance pour être élus conseiller à la mairie du 5e. C'est de travailler main dans la main avec la vision de notre président Fosso Akam Kadera pour un développement du 5e arrondissement. On va le soutenir par tout moyen. C'est pas la fin du monde. Le football est toujours comme ça. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc, sans qui ont tombé, c'est pas la fin du monde. Nous sommes toujours ensemble. On va travailler pour le 5e arrondissement. Juste un grand merci à l'endroit du bureau policier, y compris les électeurs aussi, qui ont placé leur confiance envers moi. Dans un autre chapitre de l'actualité, une délégation conduite par Sylvain Marius Ngatuka, chargé de mission en matière de mines dans la localité de Salo. Cette délégation a lancé officiellement les activités de la coopérative minière Vision Plus. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une exploitation minière profitable à tous. Des précisions avec Roland Mandekouzu. Suivez. Cette cérémonie dans son ensemble dépasse le simple cadre économique qui contribue au développement du pays car elle marque un tournant historique et décisif pour la localité de Salo en offrant à sa jeunesse des opportunités et un avenir porteur d'espoir et d'espérance. En dépit du faible taux de participation de la jeunesse dans l'exploitation artisanale et à petite échelle de nos ressources minières jadis, notamment l'or et le diamant brut, gage du développement économique, la jeunesse doit désormais connaître son essor en étant à la fois acteur et bénéficiaire via de ces biens naturels légués par les ancêtres via l'exploitation minière. Il est temps de basculer vers une exploitation mécanisée responsable et durable permettant non seulement au gouvernement d'en tirer profit, mais également à la population de connaître le bonheur en ce temps où la pauvreté bat son plein. C'est avec une immense fierté et un grand confort sentiment de responsabilité que nous sommes en parole de l'ONG en ce jour historique, marquant le lancement officiel de notre coopérative minière appelée Vision Plus. Aujourd'hui, nous décidons une nouvelle part dans l'histoire du village d'Antok, dans la commune de Salo, avec l'ouverture officielle de notre coopérative. Nous lançons une activité qui va créer des emplois, développer des compétences locales et participer activement à la croissance de notre pays. À en croire le chef de mission, cette activité détermine une réforme en termes d'instauration d'un code minier rénové, plus attractif, garantissant transparence et équité. En outre, l'élaboration d'une stratégie nationale pour la valorisation de l'or et la création des unités de recherche géologique et minière marque aussi le départ essentiel d'une exploitation minière profitable à tous. Cette cérémonie que j'ai l'honneur de présider en nom et place du ministre chargé des mines et de la géologie empêché dépasse le simple cadre économique. Elle marque un tournant historique pour notre région de Salo, en offrant à sa jeunesse des opportunités nouvelles et un avenir porteur d'espérance. De tout ce qui précède
La pérennisation de cette activité dans la localité de Salo marque le début d'une surabondance tant pour les habitants de Salo que pour toute la nation centrafricaine. Le journal se poursuit toujours. La MINUSCA a organisé le 26 août dernier une sensibilisation à l'endroit des habitants du 3e arrondissement de la ville de Bangui sur le thème « Prévenir les violences électorales par les actions de la police de proximité ». Reportage de la presse de la MINUSCA. Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Pour commencer un suivi de la conférence de presse spéciale de vendredi dernier, la MINUSCA vient de faciliter le déploiement sur le terrain d'une équipe de l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement UEPN-DDRR à Kété-Sido dans la préfecture d'Ouam-Fafa. Il s'agissait d'une mission de reconnaissance de 2 jours menée par l'UEPN-DDRR avec l'appui de la MINUSCA et à laquelle l'UPC a été associée. Son objectif était d'établir la liste des éléments à désarmer et démobiliser, ainsi que des armes à collecter. L'opération de désarmement et de démobilisation à proprement parler aura lieu ultérieurement sur la base des listes remises par l'UPC. La prochaine mission de reconnaissance, toujours soutenue par la MINUSCA, est prévue à Sangarelim, près de Cuy. La MINUSCA prend acte de la disponibilité de la liste électorale définitive depuis le samedi 23 août, conformément au chronogramme rendu public par l'Autorité nationale des élections, l'ANE. Il s'agit d'une étape importante dans l'avancement des préparatifs des scrutins groupés prévus en décembre prochain. La MINUSCA rappelle qu'elle accorde un soutien prioritaire multiforme au processus électoral dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, et ceci en coordination avec les autres entités des Nations Unies et les parties prenantes nationales. Restons toujours à la MINUSCA pour vous informer que la porte-parole de la mission, Florence Marshall, a dirigé le 27 août 2025 à Bangui la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA en présence des professionnels des médias. Des précisions avec la presse de la MINUSCA. Prévenir les violences électorales par les actions de police de proximité est le thème débattu dans le quartier Kokoro 3, dans le 3e arrondissement de Bangui, lors d'une campagne de sensibilisation organisée le 26 août 2025 par la police de la MINUSCA, conjointement avec les forces de sécurité intérieure FSI, au profit des leaders communautaires et les populations locales, avec pour vocation de rapprocher les forces de l'ordre des citoyens en favorisant la prévention et l'établissement des liens de confiance sur un territoire donné. La police de proximité se caractérise par une présence régulière et une connaissance approfondie, permettant une meilleure anticipation des problèmes et une réponse bien adaptée aux besoins de la population. C'est ce que nous explique Ahmed Naït Elossine, chef pilier développement de la composante police, pour qui l'implication de tous est indispensable dans la réussite de cette approche. Cet aspect de police de proximité, c'est basé sur un concept de coproduction de la sécurité. Et pour coproduire cette sécurité, il faut impérativement qu'il y ait l'implication de la population. Tout d'abord, c'est le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure à travers des cycles de formation, des infrastructures, des réhabilitations, la création de structures de sécurité de proximité pour répondre à la demande des populations. Sur un deuxième volet, c'est justement de raffermir les relations de confiance entre la police et la population, puisque c'est elle la base de la sécurité. Parmi les avantages de la police de proximité figure l'amélioration des liens entre les forces de police et les populations afin de lutter contre l'insécurité dans les quartiers, comme le souligne la sous-préfète de la région du Plateau dans le Bas-Ubangui. Chères autorités locales et chères populations de nos localités, ceci est une bonne occasion, un bon moyen que nous offre aujourd'hui la MINUSCA
que nous devons saisir afin de renforcer les liens de solidarité dans nos communes. Ainsi, le vivre ensemble. Pour Jean-Pierre Gauthier, un habitant du 3e arrondissement de Bangui, les élections sont proches et cette activité arrive à point nommé. Nous nous approchons des élections et le plus souvent pendant les élections, le 3e arrondissement est un arrondissement très sensible où beaucoup de violences se développent à travers le comportement de certains fils du pays qui entravent en tout cas la bonne marche des élections. Au point que cette activité vient maintenant donner la base, mettre la population en quiétude et que cette population-là puisse travailler en symbiose avec la police de proximité pour non seulement nous garantir la sécurité, mais pour le développement socio-économique de notre pays. Cette action de proximité initiée par la composante police de la MINUSCA constituera le prélude à d'autres actions pour affermir les liens entre la police et les citoyens. La situation sécuritaire en République centrafricaine est en amélioration progressive et l'implication de la population dans cette approche de la police de proximité contribuera davantage à cette marche vers une stabilité et une paix durable. En page magazine, une délégation centrafricaine au Royaume du Maroc en mission précurseur dans ce pays, ami de la République centrafricaine, poursuit sa mission dans cette partie du Maghreb pour la journée de jeudi 28 août 2025. Elle a mis le cap à l'hôtel Maya à Casablanca, destiné à abriter la table ronde pour le financement du programme national de développement. Voici à cet effet le décryptage de notre envoyé spécial. Bienvenue, Bissaïou. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne de télévision centrafricaine, celle que vous avez bien voulu choisir parmi tant d'autres chaînes panafricaines dans le reste de la planète pour vous informer en temps réel de l'actualité centrafricaine. Nous sommes présentement à Casablanca, l'une des grandes villes du Royaume du Maroc, l'une des villes poumons économiques de ce pays frère à la République centrafricaine. Nous avons depuis ce matin manifesté la visite des travaux. Notamment, nous avons mis le cap ce matin au niveau de l'une des structures hôtelières la plus somptueuse de cette ville, nommée Hayat Regency, qui va abriter les 2 jours, sinon les 3 jours de la table ronde en vue du financement du plan national du développement. Plusieurs personnalités de marque sont attendues ici à Casablanca. C'est ce somptueux cadre qui va abriter plus de 500 personnes en provenance des 4 coins cardinaux de la planète, à savoir au rang desquels on notera la présence des personnalités centrafricaines sous la conduite de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, et également la partie marocaine sera valablement représentée à ce grand rendez-vous, à cette table ronde d'investisseurs en vue du financement du plan national de développement PND. Comme vous le savez, après le RCPCA, le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, veut obligatoirement passer de l'humanitaire au développement. C'est pour cette raison que son gouvernement a élaboré, par l'entremise du ministère en charge de l'économie du plan et de la coopération internationale, le plan national de développement qui sera exposé, présenté aussi au vu de la communauté internationale ici à Casablanca, situé à 90 km de Rabat, la capitale. Et donc c'est dans ce somptueux cadre que les travaux vont se dérouler. Nous avons avec nous, juste à ma droite, l'expert et le coordonnateur de ce plan national de développement qui a également contribué à l'élaboration de ce plan national de développement. Il va nous dire un mot. Nous sommes arrivés ce matin dans le somptueux cadre qui doit abriter cet événement. En quoi consistait la visite de ce matin? Merci beaucoup.
Mon cher DG, nous sommes là aujourd'hui. Je me présente d'abord. Je suis M. Gervais Magloire Dungoupou. Je suis le coordonnateur du secrétariat technique qui a pu formuler le plan national de développement. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous avons fait une descente, une visite sur site, sur l'hôtel qui va abriter cette table ronde qui va se dérouler du 14 au 15 septembre prochain sous le haut co-parrainage de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra et de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le roi du Maroc. Donc nous avons visité les salles plénières, les salles de commission, les salles des panels, les chambres qui vont abriter nos hôtes qui viendront de toute la planète, notamment l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, le monde arabe, etc. Donc nous avons passé en revue toutes les questions un peu techniques qui permettront que nos participants, nos hôtes soient dans de bonnes conditions pour ces travaux qui vont se dérouler sur ces 2 jours-là, avec un objectif ultime, c'est de décrocher des financements nécessaires pour financer les projets structurants que nous avons mis dans ce document très ambitieux qu'est le plan national de développement de la République centrafricaine sur la période 2024-2028. Selon l'état de l'UE, pensez-vous que les choses vont comme il se doit pour accueillir les hautes personnalités centrafricaines et étrangères qui viendront à cette table ronde? Oui, je pense qu'à la lumière des visites qu'on a eu à faire et puis avec tous les techniciens que le Royaume du Maroc a mis à disposition pour organiser, disons, cette table ronde, nous pensons que les conditions sont idéales pour accueillir que ce soit les travaux plénières, la cérémonie d'ouverture, les panels de discussion et échange avec les potentiels investisseurs privés, etc. etc. Donc nous sommes dans la droite ligne de l'affinement des petits détails techniques avec l'Agence marocaine de coopération internationale qui a été mise à notre disposition par le Royaume du Maroc pour nous aider dans les préparatifs ou dans l'organisation de cette table ronde. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes situés sur les préparatifs de la table ronde et qui verra la participation de plus de 500 personnes, parmi lesquelles les investisseurs, les partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine sont conviés afin de donner leur position. Des engagements seront pris pendant ces 3 jours de travaux pour le financement du plan national de développement qui sera l'élément déclencheur de l'économie centrafricaine au bénéfice du peuple centrafricain, conformément à la vision politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra. Pour finir, la rédaction de Télé Centrafrique a reçu hier M. Josepha Togoto, porte-parole du Conseil politique national du Parti Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain, en abrégé MLPC. Son entretien avec notre confrère Jeanne Lacoué a porté sur l'organisation d'une session extraordinaire dans les jours à venir. Suivez leur entretien et surtout ne quittez pas dans quelques instants la version en langue nationale. Fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'Unité nationale, bienvenue dans cette tranche consacrée à l'invité du journal. Aujourd'hui, la Télé Centrafrique reçoit M. Joseph Tagoto, porte-parole du comité ad hoc chargé de l'organisation de la session des conseillers politiques nationaux pour parler de la tenue d'une session extraordinaire qui sera organisée à Bangui du 5 au 6 septembre 2025. Monsieur Joseph, êtes-vous satisfait de cette présentation? Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Je suis très satisfait de cette présentation. Et qu'est-ce qu'on peut savoir encore, outre ce que je viens de vous présenter, qu'est-ce qu'on peut encore savoir? Je me présente, je suis le camarade Tagoto Josepha, conseiller politique national du MLPC. Porte-parole donc du comité ad hoc chargé d'organiser la session extraordinaire des conseillers politiques qui aura lieu du 5 au 6 septembre 2025.
Vous êtes venu ce jour 29 août 2025 sur le plateau de la télé Centrafrique pour livrer un message aux Centrafricains, bien évidemment en ce qui concerne le mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC. Quel message avez-vous apporté au public? Bien, monsieur le journaliste, je crois que depuis quelques années, vous avez vu beaucoup de gesticulations de la part du président sortant du mouvement de libération du peuple centrafricain, Martin Ziguélé, des assemblées générales, des rencontres télévisées, des... Attends, on va reprendre. Oui. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de sorties remarquées, des conférences de presse, des assemblées générales, etc., de la part du président sortant du MLPC, qui accuse ça et là des dissidents qui voudraient organiser donc une session extraordinaire du CPN et qu'il ferait tout pour empêcher, y compris par la violence. Et c'est par rapport à ça que je voudrais parler aux Centrafricains et aux camarades MLPC de ne pas se laisser tromper une fois de plus, parce que c'est des manœuvres qu'il a toujours utilisées pour nous mener en bateau depuis 21 ans qu'il est à la tête de notre parti, le MLPC. Cela veut dire que vous voulez mettre fin à tout problème émanant de ce monsieur dont vous soulevez ici? Bien sûr. Bon, nous avons plusieurs raisons d'organiser ce conseil extraordinaire, parce que le parti est en crise. Et pour tenter de résoudre cette crise, le camarade président sortant, Martin Ziguélé, a porté plainte contre ce qu'il appelle les dissidents. En fait, le bureau politique a éclaté en 3 tendances. La tendance que lui-même il dirige, la tendance de Mazette, rejoint par Koyambounou et dirigée par le docteur Deganenji Gérard, et la tendance de MLPCO. Donc, le parti est en crise. Et c'est une crise qui dure alors que le mandat de tous les organes du MLPC sont arrivés à terme depuis le mois de mars 2023, autant pour moi. Donc depuis 2023, les mandats sont arrivés à expiration, mais depuis 2023, suite à beaucoup de crises, à des crises répétées, on n'arrive pas à régler ces crises-là. En dehors de la procédure judiciaire intentée par le président Martin Ziguélé, qui n'a pas eu satisfaction, il y a également une tentative de médiation qui a été faite par le comité des sages qui a échoué. Eh bien, il reste une 3e voie, c'est celle du Conseil politique national. Les conseillers politiques nationaux ont ce pouvoir de s'auto-saisir. Quand le président sortant dit que c'est lui seul qui peut organiser un congrès, c'est faux. Ou bien c'est une méconnaissance de nos statuts, ou bien c'est de la manipulation. Alors vous avez pris la charrue avant le bœuf. Qu'est-ce que vous dites de cet extrait-là qui dit, en dehors du président du MLPC, aucun organe, comme vous l'avez évoqué ici, aucun organe ne peut convoquer une session extraordinaire? Vous savez, le MLPC, c'est un vieux parti avec des vieux politiciens. Donc, on a prévu des cas de blocage comme celui-ci. Donc, tous les pouvoirs qui sont attribués au président du MLPC, ces pouvoirs sont également attribués au Conseil politique national, qui peut s'auto-saisir. S'il enregistre 2/3 de ses membres, il peut s'auto-saisir. Et le Conseil politique national est un organe qui est au-dessus du bureau politique. Le bureau politique a éclaté, mais le Conseil politique, qui est un organe supérieur et qui prend des décisions exécutoires, est encore là. Donc, on s'est auto-saisi pour régler définitivement ce problème, puisque tout le monde est arrivé en fin de mandat. Il faut mettre un terme à tous ces conflits, et puis renouveler donc les nouveaux organes pour qu'ils puissent travailler, et surtout mettre un terme à ce slogan qui dit que pas de dialogue, pas d'élection. Ce n'est pas le point de vue de tous les militants du MLPC. Parce que comme j'ai dit que le MLPC a éclaté en plusieurs tendances, il y a une tendance qui suit le BRDC. Ce slogan, c'est le slogan du BRDC qui dit que pas d'élection, pas de dialogue, pas d'élection.
C'est pour nous amener à un blocage et encore des crises à répétition dans notre pays. Et il y a une autre tendance, celle dirigée par le président Degenenji, et ceux-là qui sont qui sont affiliés à l'UFDO. Donc c'est une tendance qui est modérée. Eh bien, je pense qu'il est temps qu'on arrête avec ça, hein, et qu'on puisse avoir un bureau politique unique avec tous les camarades, hein, toutes les tendances réunies. Donc cette session, on a envoyé des invitations à tous les CPN issus du 4e congrès, c'est-à-dire ceux qui sont du côté de Martin Ziguélé. Effectivement, avant d'en arriver là-bas, oui, d'aucuns pensent que la crise qu'a connue MLPC est généralisée. Elle concerne également BRDC, à militer pour destituer le pouvoir en place. Mais selon vous, est-ce que cette crise a été-elle généralisée ou interne? Et est-ce qu'elle a profité aux Centrafricains? Ben, cette crise ne peut pas, aucune crise ne peut servir au peuple centrafricain. Nous avons connu suffisamment de crises et nous voulons que ces crises-là cessent. Hein, nous voulons que ces crises cessent. Bon, c'est une crise qui est interne, hein, c'est une crise qui est interne au MLPC. Et qui a créé cette crise? Hein, c'est le président Martin Ziguélé. Il a démantelé toutes les cellules et les sections. Les cellules et les sections, ce sont ces organes-là qui permettaient au MLPC d'avoir la force d'être une machine électorale. Il a démoli toutes les cellules et les sections. Il n'y en a plus sur le territoire national. Il a également démantelé les CPN de la diaspora. Hein? Les CPN de la diaspora, c'était une force qui nous aidait beaucoup dans les analyses et les propos politiques. Et il a démantelé donc ces CPN. Aujourd'hui, nous n'avons plus un groupe parlementaire à l'Assemblée. Parce que, compte tenu de ces agissements, tous nos députés ont démissionné et nous n'avons plus de groupe parlementaire à l'Assemblée. Alors, on court derrière la montre. Dans un futur proche, le MLPC organisera, hein, par votre canal, bien sûr, une session extraordinaire. Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette session? Eh bien, constatez d'abord la carence du bureau politique sortant. Hein, la carence, je viens de vous énumérer certains. On peut passer toute la soirée, hein, à énumérer donc ces carences-là et remettre en place une nouvelle équipe, mais surtout se prononcer sur la situation politique nationale. Hein, est-ce qu'on continue avec le BRDC ou avec l'UFDO? Hein, est-ce qu'on va ou on ne va pas aux élections? Ben, si on ne va pas aux élections, ça veut dire que nous cautionnons, hein, la liquidation programmée du MLPC par le président Martin Ziguélé. Parce qu'il a commencé par déstructurer le parti et à la fin, il nous dit on ne va pas aux élections. Ça veut dire que pendant 7 ans, nous n'aurons aucun député, nous n'aurons aucun maire, nous n'aurons aucun conseiller régional. Ça veut dire que nous sortons donc du système politique de notre pays. Mais le droit de vote, c'est le droit du citoyen. Il n'appartient pas à un autre citoyen, fût-il président d'un parti, d'aller décider, hein, d'empêcher les citoyens d'accomplir son devoir. Alors, Monsieur Josepha, c'était un très bon sujet à creuser, mais le temps nous fait défaut. Très chers téléspectateurs, c'est la fin, hein, de cette tranche consacrée à l'invité du journal. On avait parlé sur l'organisation d'une session extraordinaire du Conseil politique national, le tout début d'une sortie de crise pour soutenir le pouvoir en place. Merci à vous de...